Les élections législatives et communales se tiennent aujourd'hui au Burundi dans un contexte de crise économique. Plus de 6 millions de Burundais sont appelés aux urnes. Les détails à retrouver dans cette édition. Et puis nous irons dans ce journal au Mozambique où les attaques des groupes armés sont revues en hausse. L'on estime à 36% l'augmentation des taux de criminalité en 2024. Les Nations Unies s'inquiètent de cette situation. Les détails à retrouver également tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Au Burundi, après 3 semaines de campagne dominée outrageusement par le parti CNDD-FDD qui dirige le pays d'une main de fer depuis 2005, un peu plus de 6 millions de Burundais sont appelés aux urnes ce 5 juin. Ils doivent se présenter dans plus de 14 000 bureaux de vote pour élire leurs députés et leurs conseillers communaux. Le pays est en proie à une grave crise socio-économique caractérisée par de nombreuses pénuries et où le jeu semble déjà joué. Il s'agit des primaires législatives et communales qui ne se déroulent pas en même temps que la présidentielle, conformément à la nouvelle constitution du Burundi, adoptée en 2018, qui a porté le mandat du chef de l'État à 7 ans, alors que celui des députés et des conseillers communaux est resté à 5 ans. Autre nouveauté, si le nombre de provinces qui correspondent aux circonscriptions pour les législatives passe de 18 à 5, toujours suivant la nouvelle constitution du pays, le nombre de députés élus reste en revanche inchangé. Les électeurs doivent choisir 100 députés, dont 60 issus de la majorité Hutu et 40% de la minorité Tutsi, avec au moins 30% des femmes. Pour les communales, le nombre de communes ont été réduits de 119 à 42, mais il n'y a plus de quotas ethniques imposés aux partis politiques comme par le passé. Aujourd'hui, les Burundais en âge de voter vont devoir choisir entre le candidat issu du parti CNDD-FDD au pouvoir depuis 20 ans et les petits partis. Également quelques candidats indépendants à l'absence du principal opposant Agathon et de ses soutiens empêchés de se présenter aux élections par des manœuvres orchestrées par les pouvoirs selon eux, ce que le gouvernement nie. Le boulevard est ouvert pour les CNDD-FDD, tranche un politologue qui parle d'un double scrutin qui n'a pas dans ce cas de véritable enjeu électoral. Au Mozambique, les attaques des groupes armés dans le nord du pays repartent à la hausse 4 ans après la chute des Pemba dans les mains du groupe État islamique. D'après l'ONG ACLAD, plus de 6 000 personnes sont mortes dans le conflit depuis qu'il a éclaté en 2017, avec une hausse de 36% en 2024 des attaques meurtrières. L'UNICEF s'inquiète particulièrement pour la situation des enfants. Les rapts et les enlèvements sont fréquents selon l'Agence des Nations Unies pour les enfants, ainsi que de violences que Maputo peine à enrayer. Dans un communiqué du 3 juin, l'UNICEF s'est dit profondément préoccupé par la hausse du nombre d'enlèvements, d'enrôlements et de violences envers les enfants du Cabo Delgado, dans le nord du pays. Le 11 mai dernier, dans cette région en proie à une insurrection armée depuis 2017, 3 jeunes de 12 à 17 ans ont été tués et 8 autres enfants enlevés dans le village de Magaï. Lorsque les autorités à Maputo communiquent sur le sujet, elles affirment que la situation est stable et sous contrôle. Pourtant, en avril, 11 militaires mozambicains étaient également tués dans une attaque revendiquée par le groupe terroriste État islamique. Un mois après, en mai, 3 militaires rwandais ont perdu la vie dans une embuscade, elle aussi revendiquée par le groupe et confirmée par l'armée rwandaise. On estime actuellement à plus de 2000 le nombre de militaires envoyés par Kigali pour contribuer à la lutte contre le terrorisme. Fin mai, une trentaine de soldats mozambicains ont également été tués. Mais Maputo en difficulté économique, après des violences post-électorales qui ont fait d'innombrables dégâts matériaux, plus de 300 morts, propose d'amputer de 36% son budget de la défense. En attendant, la violence armée continue de déraciner les populations avec 600 000 déplacés internes. Le Mozambique vit l'une des crises de déplacement les plus négligées du monde pour la première fois, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, juste derrière le Cameroun et l'Éthiopie. 3 ans après avoir ouvert ses portes aux millions de réfugiés ukrainiens fuyant la guerre, la Commission européenne a mis sur la table une feuille de route qui doit permettre d'éclaircir leur situation, qu'ils veuillent rester dans l'Union européenne ou rentrer au pays. L'avenir de l'Ukraine dépend du retour de ses habitants, affirme le vice-premier ministre ukrainien Oleksiy Chernysov, venu à Bruxelles pour présenter le plan élaboré en commun avec la Commission européenne.
Voilà presque 2 ans et demi que 4,3 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays après le début de l'invasion suisse en février 2022, rappelle notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. Ils ont trouvé refuge pour la plupart en Allemagne, en Pologne et en République tchèque. La préoccupation du gouvernement de Kiev est évidemment de voir revenir la plus grande partie de ces réfugiés qui constitueront les forces vives nécessaires à la reconstruction du pays. Dans cette stratégie commune figurent des programmes de retour volontaire appuyés sur des centres d'information sur la situation dans le pays, ville par ville. Il est même question d'organiser des voyages pour que les réfugiés puissent aller se rendre compte sur place des conditions de retour. Le commissaire européen chargé des affaires intérieures et de la migration, Magnus Brenner, rappelle que les mesures de protection temporaire sont destinées à être, comme leur nom l'indique, temporaires. C'est pourquoi nous mettons en place une stratégie pour l'après, précise-t-il. D'autant que certaines puissances ont, ces derniers temps, durci leur politique migratoire. La Commission souligne, elle, que les réfugiés qui ont refait leur vie, qui se sont intégrés ou ont besoin de protection, doivent pouvoir rester dans les pays de l'Union européenne où ils résident. En ce sens, le statut de protection temporaire qui leur a été accordé est plongé d'1 an jusqu'au 4 mars 2027, alors que la guerre fait toujours rage. La Commission européenne rappelle les 27 pays de l'Union à prévoir de nouveaux statuts pour ceux qui pourront rester, des visas, des permis de travail ou des permis de séjour. Les ministres de l'Intérieur des 27 devraient examiner et logiquement adopter la proposition de la Commission mi-juin. Dans une posture qui rappelle celle de son premier mandat, Donald Trump a décidé d'interdire aux ressortissants de 12 pays d'entrer aux États-Unis afin de protéger le pays de terroristes étrangers et imposer des restrictions contre 7 autres États. Décision annoncée, a-t-il précisé, après l'attaque du Colorado qui a visé les participants d'une marche de soutien aux otages israéliens à Gaza. Malgré cette justification, ces interdictions ne visent pas l'Égypte, pays d'origine de l'accusé de l'attaque. À partir du 9 juin, les États-Unis interdiront l'entrée sur leur territoire aux ressortissants des 12 pays, dont l'Afghanistan, le Tchad, l'Iran, la Libye ou encore Haïti. 7 autres pays comme le Venezuela, Cuba ou le Togo sont visés par des restrictions. La Maison-Blanche justifie cette décision par des failles dans les systèmes administratifs des séjours illégaux après expiration des visas ou encore, dans les cas de l'Iran, un soutien présumé aux terroristes. Des exceptions sont prévues notamment pour les athlètes des JO 2028 ou de la Coupe du Monde 2026. Le Venezuela alerte ses citoyens sur les risques d'un voyage aux États-Unis. D'autres voix, comme celle de la communauté irano-américaine, dénoncent une mesure injuste et discriminatoire. Cette décision intervient après une attaque le 1er juin à Boulder, dans le Colorado. Un homme a blessé 12 personnes lors d'une marche pro-israélienne en criant « Palestine libre ». Il est accusé de crimes de haine et de tentatives d'assassinat. Donald Trump affirme que l'assaillant était en situation irrégulière avec un visa expiré. Il justifie sa décision par des raisons de sécurité. Nous ne voulons pas des ressortissants que nous ne pouvons pas contrôler. Un discours qui rappelle le Muslim Ban de 2017, validé à l'époque par la Cour suprême. Ce 4 juin, les démocrates dénoncent une mesure électoraliste et contraire aux valeurs fondatrices des États-Unis. Un nouveau tour de vie migratoire sur fond de campagne présidentielle et des tensions sécuritaires. Pendant une semaine, les partis politiques sénégalais, le pouvoir, l'opposition et des membres de la société civile ont débattu sur les mesures à prendre pour consolider la démocratie, sur le déroulement des élections, le financement des partis politiques, mais aussi les droits et libertés. Au Sénégal, le dialogue national s'est achevé après plusieurs semaines de débats. 800 participants, 191 partis politiques représentés et plus de 15 000 propositions de citoyens. L'enjeu, consolider la démocratie. Parmi les recommandations phares, la transformation du Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle indépendante du pouvoir exécutif. Une avancée saluée, même si la majorité a rejeté la possibilité pour de simples citoyens de saisir cette future cour. Autre piste, renforcer l'indépendance de la commission électorale, interdire le cumul de certaines fonctions publiques, introduire un bulletin unique et accorder le droit de vote aux détenus. Mais tout cela reste à l'étude. Pas d'accord en revanche sur la réduction du nombre de partis politiques. Le mouvement Y, en a marre, plaide pour préserver la liberté d'association.
Sur les libertés publiques, le débat reste sensible. Aucun consensus sur l'abrogation d'articles du Code pénal jugés répressifs. Autre déception, l'inscription automatique des jeunes de plus de 18 ans au fichier électoral n'a pas été retenue, malgré l'importance de la jeunesse dans le pays. Pour Cheikh Tidiane Gadio, opposant, le manque de consensus sur les droits fondamentaux est un échec. La crispation est encore là, mais nous devons garder espoir. Le rapport final sera transmis au président Bassirou Diomaye Faye, qui s'est engagé à appliquer tous les points ayant fait consensus. Reste à savoir si cette fois, les promesses seront tenues. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.